Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on reçoit un petit jeune, bah oui, j'ai presque l'impression de voir mon fils en face de moi qui va répondre à mes questions. Bref, on va aller sur l'eau, pas avec un bateau à voile, mais un bateau propulsé à la force de ses bras. Je suis très heureux de recevoir Jules Raoul. Salut Jules. Salut. Bon alors, j'ai rapidement présenté un petit peu de manière très réservée ton sport. C'est aussi pour rentrer un petit peu plus dans les détails de celui-ci avec toi. Mais juste avant, eh bien, je te propose de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Jules Raoul ? Je me présente. Je m'appelle Jules Raoul. J'ai 17 ans. Je suis né en Ardèche, donc un Ardéchois pure souche. J'ai commencé le kayak à mes 6 ans parce que un ami de mes parents m'avait fait essayer. Et j'avais tout de suite accroché parce que il y a plein de sensations, des sensations de glisse, des sensations fortes. Et heureusement, il y avait un club de kayak tout près de chez moi. Et j'ai directement accroché et voilà, c'est devenu ma passion. Ouais, et ça veut dire quoi, c'est devenu ta passion ? Parce que moi aussi j'ai de la passion, j'aime bien le regarder le tennis, j'aime bien de temps en temps essayer de toucher la balle, mais vu que j'y vois rien, je la laisse souvent passer à côté, ou alors même je l'arrête avec ma tête plutôt qu'avec ma raquette. Mais non, mais plus sérieusement, ça veut dire quoi que le kayak est devenu ta passion ? Au début, je savais pas vraiment si c'était ça que j'aimais, donc j'allais en faire le mercredi après-midi comme une activité normale quoi entre guillemets, et puis petit à petit j'ai vraiment compris que j'aimais énormément le kayak et que je voulais performer dedans, donc rapidement je me suis mis à m'entraîner beaucoup plus 2 fois par semaine. En 5e, c'est monté à 2-3 fois par semaine, et puis après, ça fait que augmenter en fait avec l'âge. Bon, et là maintenant, tu es à quel niveau de volume horaire d'entraînement ? Ça dépend vraiment des semaines. Par exemple, là pendant les vacances, avec Noël, c'est assez compliqué et souvent les gens ils font une coupure. Pendant les vacances de Noël, j'étais au max à 10-12 heures. Et sinon, il y a des semaines, ça peut aller dans les 25-27 heures si c'est du développement. Et sinon, avant des courses, si on est plus en récupération, on sera plus dans les 15 heures. Parce que le kayak, en fait, c'est un sport où on peut pratiquer de longues heures en fait sur l'eau sans que ça nous... C'est pas comme de la course à pied où on peut faire beaucoup moins de volume, quoi. Comme le kayak, c'est un sport vraiment technique. On peut, par exemple, passer 2 heures sur une seule porte à juste la répéter
et sans trop nous fatiguer, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que, à la différence de la course à pied, c'est moins traumatisant, notamment parce que tout simplement, c'est un sport qui est porté, et puis tu rames hein, avec tes bras et tu amortis pas les chocs avec tes jambes, mais de la même manière que la natation, c'est vrai que la natation, on peut presque la pratiquer sans se blesser, sauf qu'à haute dose, ça devient un peu traumatisant quand même. Est-ce que c'est la même chose pour le kayak? C'est-à-dire, à force de pratiquer, on finit par traumatiser un petit peu toute la chaîne postérieure, les épaules, le dos, les avant-bras, les pectoraux, tout ce genre de muscles. C'est sûr que oui, il y a quand même pas mal de blessures en kayak, même si c'est pas le sport où on se blesse le plus. Mais c'est pour ça que faut quand même monter progressivement dans les entraînements, quoi. Faut pas directement passer de 0 à 30 heures par semaine, sinon ça lâche. Alors, tu parles de kayak. Je voudrais que peut-être tu nous apportes quelques précisions. C'est souvent un petit peu flou, en tout cas pour moi ça l'est. La différence entre canoë, entre kayak, entre canoë-kayak, et puis après dans les différentes pratiques, on entend du rafting, on entend de la descente, on entend des rapides. Qu'est-ce que c'est que le sport que toi tu pratiques? Et puis rapidement on va revenir sur ces termes canoë, kayak et autres. Alors moi je pratique le kayak slalom et le kayak cross. Alors dans un kayak, contrairement à un canoë, on est assis et avec une pagaie double. En canoë, on est à genoux avec une pagaie simple. Donc le kayak slalom, on est sur un parcours chronométré d'environ 1 minute 30 et il est délimité par des portes entre 18 et 24 portes, vertes et rouges. Les vertes, elles sont à prendre en descente et les rouges en remontée. Et c'est celui qui arrive en bas le plus rapidement qui gagne. Et une porte touchée, c'est 2 secondes de pénalité, et une porte loupée, c'est 50 secondes de pénalité. Alors attends, il faut que tu me donnes plus de précision, parce que pour moi, tu vois, le kayak, c'est un peu comme le ski, c'est-à-dire c'est souvent dans le sens de l'eau. Donc souvent, sur une montagne ou même dans l'eau, ça descend à minimum, ou alors c'est plat. Comment est-ce que tu peux descendre et monter? Est-ce que c'est une façon de parler, ou est-ce qu'il y a vraiment des parcours, des stades aquatiques, des stades de kayak qui sont faits avec des parties montantes et des parties descendantes? En fait, c'est comment dire? C'est vrai que le courant il descend, sauf que en fait les portes en remontée, on les met derrière par exemple des gros blocs un gros caillou, un béton, un bloc de béton ou un plot, et en fait ça fait un contre-courant, donc un courant qui remonte. Et donc, ça nous permet de remonter la porte. En fait, il n'y a pas que du courant qui descend. Il y a aussi des courants qui remontent. Ok. Bon, mais tout ça, ça veut dire que finalement, pour pratiquer ton sport, est-ce que ça se pratique dans n'importe quel milieu naturel, ou au contraire, ça se pratique, comme je disais tout à l'heure, dans un stade aquatique prévu à cet effet-là? Alors, je pose aussi la question parce que pas très loin de chez moi, en bas de ma petite montagne, il y a un stade de canoë, enfin de kayak. Et donc, est-ce que finalement, tu peux en faire sur n'importe quelle rivière, à n'importe quel moment, même s'il y a juste quelques centimètres d'eau? Tiens, d'ailleurs, c'est quoi le tirant d'eau d'un kayak? Ou est-ce qu'il faut que ce soit sur un spot vraiment spécifique, et notamment pour les portes, notamment pour ces histoires de montée et de descente avec des courants ascendants? Alors l'idéal, c'est quand même de s'entraîner sur des parcours prévus à cet effet. Maintenant, par exemple à Vers-sur-Marne, c'est moins joli, mais tout est bétonné et tout est entre guillemets parfait. Il y a un remont de pente, il y a un tapis roulant où juste on pose notre bateau et on remonte directement. Et puis tout est entre guillemets parfait. Il y a assez de fond pour bien tourner, pour pas taper la pagaie. Mais après, au quotidien, on est obligé de ramer sur des endroits moins adaptés à cet effet. Comme par exemple, je fais des séances sur le Rhône où il n'y a pas de porte. Et c'est un peu moins adapté au slalom, mais je peux par exemple faire des séances de physique dessus. J'imagine que le kayak, comme tous les sports, et voire même peut-être encore plus, il y a un gros travail au niveau du hors de l'eau, pas mal de PPG, pas mal de préparation physique généralisée avec de la muscu, que ce soit avec du matériel ou au poids de corps, ou est-ce que c'est que du travail dans le bateau? On fait vraiment tout, on touche à tout avec le kayak, c'est ça qui est génial. C'est que là, en étant à Iona, l'hiver, on va aller faire du ski de fond, beaucoup de courses à pied on fait beaucoup d'aérobie déjà pour bien travailler le cardio, tout ça.
Ensuite, on peut faire de la musculation, de la force, de la puissance, du poids de corps. Il faut aussi être très souple, donc faire beaucoup d'étirements, beaucoup de gainage, plein de sports, tout, comment dire, tout est bien en fait pour le kayak, la course à pied, la musculation, la natation, le vélo, c'est très complémentaire. Bon, écoute, je pense on aura bien compris un petit peu pour la mise en situation, pour la big picture. Toi, actuellement, tu fais quoi dans ce sport? Quel est ton niveau? Quel est ton palmarès? Et puis après, tu t'imagines bien que la question suivante, et que je te pose déjà tout de suite, comme ça tu pourrais y répondre d'emblée, c'est un petit peu quels sont tes objectifs? Quel est le Graal que tu voudrais atteindre? Moi là, cette année, en slalom, je suis en pôle espoir à Oyonnax, donc le pôle espoir de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, je suis dans le top 7 en slalom de ma catégorie, voilà, de mon âge. Et en kayak cross, cette année, j'ai fait champion de France. Champion de France dans ta catégorie ou champion de France toute catégorie confondue? Champion de France moins de 18 ans. Donc j'imagine que les prochains objectifs, ça va être de continuer sur la lancée, et éventuellement d'intégrer les grosses catégories, celles des seniors, et puis d'aller te battre avec les meilleurs, soit français, soit européens, voire même mondiaux. Ouais, exactement. Cette année, oui, cette année, maintenant qu'on est en janvier, je suis encore en U18, donc encore en junior. Il me reste une année chez les jeunes pour concrétiser en slalom et conserver mon titre en kayak cross. Et cette année, ça va être aussi l'occasion d'aller se mesurer avec les seniors en kayak cross. J'ai prévu d'aller faire des Coupes de France pour aller me friter avec les grands. Et en septembre prochain, il y aura donc en novembre prochain, il y aura les championnats de France juniors qui sont très tard dans l'année. Et l'objectif sera de conserver mon titre en kayak cross et faire un podium en slalom. Ces grands, justement, ceux qui sont sortis de la catégorie junior et qui sont dans la catégorie reine des seniors, est-ce que tu les fréquentes déjà, notamment en pôle espoir? Est-ce que c'est des gens avec qui tu as l'occasion de t'entraîner? Alors pas du tout, parce que en pôle espoir, maintenant je fais partie des plus grands en pôle espoir, parce que le pôle espoir il s'arrête en dernière année de lycée, et donc les grands ce sera la surprise, on va voir s'ils sont très méchants ou pas. Et voilà, c'est tout. Et ça marche justement comment pour toi? Est-ce que le pôle espoir, c'est synonyme de sport-études? Ça veut dire que tu es en internat, ou est-ce que c'est une structure qui t'accueille quand tu as besoin d'aller t'entraîner, donc qui suppose que tu n'habites pas très loin? Non, alors moi j'habite assez loin d'Oyonnax, j'habite à 5 heures de train. Donc en fait c'est un peu un tout le pôle espoir. Je suis à l'internat et en fait je m'entraîne tout le temps là-bas, quoi. Bon, donc là, on a la chance quand on enregistre, et pas de chance pour ceux qui nous écoutent parce que le podcast, c'est l'audio, mais moi, j'ai donc la chance d'être chez toi, dans ta chambre, c'est ça? Alors pas du tout, là je suis en fait je suis à Oyonnax, je suis chez ma copine. Et en fait ça me permet de m'entraîner en même temps, donc. Ok, bon écoute, j'aurais essayé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, justement, essayer de chasser les meilleurs depuis quelques années que tu as découvert le kayak? Comment est-ce que tu as progressé entre le moment où tu as découvert ce sport et le moment où tu as commencé à avoir des velléités pour devenir l'un des meilleurs Français, voire l'un des meilleurs mondiaux, et puis aujourd'hui, alors qu'il te reste une petite saison à finir en junior? C'est d'abord la fixation des objectifs, avoir des objectifs bien clairs. Donc au début c'était des tout petits objectifs, progresser sur quelque chose de précis. Et puis petit à petit, une fois qu'on a atteint nos petits objectifs, nos objectifs ils grandissent et on fait tout pour les réaliser, quoi. Donc ça nous motive, ça nous permet de bien progresser, je trouve. Avec évidemment, on l'aura compris, ce passage où tu es rentré toi, c'est-à-dire le pôle espoir, donc ça veut dire quitter papa-maman, intégrer l'internat, non seulement pour les cours, mais aussi pour le sport. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Parce que finalement, tu es déjà un adulte, alors que tu n'as même pas encore fini tes études. Au quotidien, ça fait beaucoup de liberté. Y en a pour qui c'est difficile. Moi, j'adore ça, c'est trop bien.
Et bah, ça fait aussi beaucoup de trajets bah, pour rentrer chez moi les week-ends et tout ça. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. On se fait beaucoup de connaissances, tout ça. Par rapport aux compétitions, justement, comment est-ce que tu gères les déplacements sur les compétitions? Est-ce que c'est pris en charge par le Pôle Espoir, par la fédération? Est-ce que tu te débrouilles tout seul? Alors, certaines sont prises en charge par le Pôle Espoir. D'autres, je me déplace avec le club. Par exemple, pour le kayak cross, je vais devoir y aller moi-même, tout seul. Avec mes parents, bien sûr. Donc tu fais, ouais, parce que j'allais te demander, tu fais comment? Tu mets le kayak sur le vélo et puis tu pédales jusqu'au lieu de compétition? Ouais, ça ferait beaucoup de vélo quand même, hein. Pour l'instant, tu restes sur des compètes en France ou tu pars un petit peu à l'étranger? Principalement, c'est en France. Ça m'est arrivé une fois avec le Pôle Espoir. On est parti à Ivrea en Italie faire une course internationale de slalom. Voilà, c'était une bonne expérience aussi. C'était il y a 2 ans maintenant. En off, tu me disais que une de tes prochaines échéances, c'était en avril, les sélections pour intégrer l'équipe de France. Donc là, quelle que soit la catégorie, finalement, tu intégreras l'équipe de France avec les seniors ou ça restera l'équipe de France junior? Ah non, ça restera l'équipe de France junior. L'équipe de France senior est vraiment très difficile à atteindre et même l'équipe de France junior en fait, c'est vraiment un gros objectif. Ouais, mais tu es déjà champion de France dans ta catégorie, donc qu'est-ce qui te reste comme marche à franchir justement pour pouvoir aller briller au moment de ces sélections et intégrer cette équipe de France? Et la marche à franchir en fait, c'est d'abord me sélectionner aux sélections équipe de France. C'est bizarre dit comme ça, mais il faut réussir à la mériter cette course de sélection. Et ensuite, c'est être régulier sur ces sélections et en fait gagner toutes les courses pour être en équipe de France. Alors vas-y, fais-nous rêver, ça marche comment les sélections? Alors une fois que tu t'es sélectionné, une fois que tu as montré patte blanche pour aller jusqu'au jour de la compétition pour la sélection d'équipe de France, il y a combien de courses? Vous êtes combien plus ou moins au départ? Est-ce que c'est du mixte? Est-ce que c'est que des garçons? Comment ça marche? Pour le slalom, c'est 3 jours différents. Donc il y a 3 courses. Et à chaque course, il y a une course de qualification. Si on est assez bon, on est en finale A, sinon on est en finale B. Et ensuite, dans la finale, on essaye de fournir le meilleur de nous-mêmes. Et après, à la fin de ces 3 jours, c'est comment dire, on prend les 2 meilleures courses et ensuite on regarde qui est-ce qui ont fait les meilleures courses et ou alors qui ont été les plus réguliers. Bon, là, il y a combien de places qui sont dispo pour combien de participants? Alors il y en a 3 en slalom, 1 ou 2 en kayak cross. Et tu sais combien vous êtes à peu près au départ sur la ligne? En slalom, en fait, à être aux sélections équipe de France en slalom, on doit être à peu près 20. Et en kayak cross, c'est à peu près la même chose. Et sinon, par exemple, l'année dernière, j'ai pas été pris aux sélections parce que déjà pour y aller aux sélections, il y a une belle bagarre. Ok, et pourquoi sur 3 jours différents? Parce qu'on l'aura compris, c'est des courses à environ d'1 minute 30. Pourquoi est-ce que c'est étalé sur 3 jours? Il y a plusieurs manches, plusieurs poules, plusieurs manches pour pouvoir se sélectionner jusqu'à la finale. En fait, en slalom, c'est sur 3 jours parce que c'est 3 courses différentes, donc 3 parcours différents, donc qui n'ont rien à voir en fait. Ça change du tout au tout. Ça change l'emplacement des portes, tout ça. Et en fait, c'est pour voir qui est-ce qui est le plus régulier en fait. Pour voir celui qui mérite vraiment son niveau. Parce que des fois, il peut arriver que quelqu'un, même si c'est le meilleur, il fait la pire course de sa vie. Et donc, par exemple, qui prend un 50 parce qu'il a mal passé une porte. Donc là, il est relégué à la dernière place. Et il y en a un qui pourra avoir fait la meilleure course de sa vie et il sera en équipe de France. C'est pour ça qu'ils font un système comme ça pour voir vraiment qui a le niveau, quoi. Et d'où le fait que justement on prenne le classement que sur les deux meilleurs des 3 courses qui ont été faites. C'est ça. Il y a un joker pour marquer aussi la régularité. Bon, du coup, tu confiant, même si la marche sera un peu difficile pour atteindre les sélections. Après, une fois que tu y seras, sûr d'être dans cette équipe de France, de porter le maillot? Sûr, on n'est jamais sûr, hein. En slalom, je sais que ça va être très difficile. En kayak cross, je sais que j'aurai beaucoup plus ma place parce que ça me correspond plus, on va dire, et que je vais, comment dire, tu vas tout donner. Ouais, voilà, exactement, je vais tout donner. Ok. Pourquoi avoir choisi justement 2 sports dans le même sport? T'aurais pu te spécialiser que sur le cross, que sur le slalom. Qu'est-ce qui fait que
finalement, tu continues dans les deux disciplines. Est-ce que c'est pour te donner plus de chance ou comme tu excelles dans les deux, tu te dis que ce serait dommage d'en choisir une plutôt qu'une autre? Et ben, j'ai d'abord commencé par le slalom parce que le kayak cross, en fait, c'est une discipline qui vient juste d'arriver pour les Jeux de 2024. Et en fait, si je fais du kayak cross, c'est parce que je suis tout simplement meilleur qu'en slalom. Bon bah voilà, c'était pas fait exprès, mais voilà. Et le slalom, bah j'adore ça, donc je continue d'en faire. Et en fait, les deux, c'est vachement, comment dire, c'est vachement complémentaire, voilà. Donc en fait, si tu fais du slalom, tu progresses aussi en kayak cross et l'inverse. Donc les deux, ça va bien ensemble. Tu parlais justement de cette petite fête de campagne qui aura lieu cet été, là, qu'on appelle les Jeux Olympiques. C'est pas très connu comme course, je sais pas si vous voyez toutes et tous de quoi on parle. Bon bref, j'arrête mes bêtises. Quelles sont les chances françaises d'envoyer des participants en kayak cross, justement, et éventuellement, quelles sont tes chances à toi de pouvoir aller porter le drapeau? Parce que mouiller le drapeau, forcément, ça tombe sous le sens vu que tu fais du kayak. Mes chances, je vais pas dire qu'elles sont de zéro, mais elles sont quand même très très minces. Bah en même temps, bon, il me reste encore pas mal d'années devant moi de sport. Bah d'abord, je regarde pour les sélections, voilà, pour les Jeux Olympiques. Et bah si j'y participe déjà, je serai très content et c'est un gros objectif d'y participer. Ouais, parce que Voilà. si tu es reçu à l'issue des sélections équipe de France, est-ce que de facto tu fais les sélections pour les Jeux Olympiques ou est-ce que c'est encore une autre étape et là ça va être la Fédé qui décide ou est-ce que c'est les résultats qui parlent? Alors ça, on n'en sait rien du tout. Je pense que ce sera la fédération qui décidera. Ce sera... Beaucoup d'incertitudes Ouais. dans la décision des représentants du kayak cross français aux Jeux Olympiques. On en parlait en off. Tu me disais que Ouais. là, pour l'instant, non seulement rien n'est fixé, mais en plus, on ne connaît pas non plus les règles. On ne sait pas qui sera choisi et sur quels critères. Bah, je pense que celui qui sera choisi, bah, ce sera le plus régulier et le plus fort, en fait, celui qui aura gagné là où les courses de sélection. Mais par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera et ouais, quelles sont les modalités de participation? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir fait un résultat à l'international? Est-ce qu'ils vont prendre des petits jeunes en se disant, voilà, peut-être ils ont leur chance? Voilà, on sait pas trop. Ce kayak cross qui vient d'arriver aux Jeux Olympiques, c'est pour Paris que le kayak cross arrive aux Jeux Olympiques ou c'est juste qu'en France, c'était un sport qui n'était pas suffisamment développé? Alors, c'est pour Paris qu'ils ont créé ce sport, parce qu'en fait, il s'avère que le kayak slalom et le kayak en général, c'est un sport qui est pas très, on va dire, impressionnant à regarder à la télé. En fait, c'est assez difficile de le téléviser et puis il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Donc, en fait, la fédération s'est dit que c'était une bonne idée d'inventer ce sport qui est un peu plus, bah, c'est plus rapide. Il y a plus de, comment dire, il y a plus de spectacles. C'est plus violent. Donc, le public préfère ça, quoi. Est-ce que tu crois que c'est un sport qui va rester? Est-ce qu'en 2028, il y aura encore du kayak cross aux Jeux Olympiques et que ça va se pérenniser ou c'est juste l'effet Paris 2024? Eh ben, on espère bien. Je pense que ça va être un test Paris 2024 pour voir si ça amène beaucoup de spectateurs, si ça plaît bien. Mais je pense que c'est sûr que ça ira à Los Angeles parce que je vois pas comment ils pourraient mettre une discipline une année et l'enlever 4 ans plus tard, quoi. Ah bah écoute, ça s'est vu par exemple avec le karaté à Tokyo, hein. La seule année où le karaté a été discipline olympique, c'était à Tokyo et depuis ça ne l'est plus. Et a priori, c'est pas dans les plans. Ouais, bah on espère alors que le kayak cross ça restera. Tout à l'heure, on parlait très rapidement de l'aspect logistique de ton sport où effectivement tu vis à plus de 5 heures de train de ton lieu d'entraînement, là où tu es en internat. Tout ça, ça génère beaucoup de voyages, comme tu disais. Ça génère aussi forcément des frais. Comment est-ce que tu gères le financement de ta carrière de sportif de très haut niveau en devenir? J'ai plein de sortes de dépenses. D'abord, bah, les dépenses liées au trajet. Et j'ai 500 € de la région d'aide pour les déplacements, en fait. Comme je suis en Pôle Espoir, ils nous donnent 500 €. Et après, bah, le kayak slalom et le kayak cross,
c'est un sport qui coûte assez cher en termes de matériel. Donc un kayak slalom, ça coûte 2 500 €, il faut le changer tous les ans. Une pagaie, ça coûte 500 € et il en faut deux par an. Et ainsi de suite, en fait, ça monte très très vite. Et donc, pour financer ma saison, j'ai des sponsors, par exemple le département, le Classeur Ardèche qui me sponsorise. J'ai aussi la communauté des communes qui m'aide financièrement. Et après, j'ai des sponsors privés qui me donnent des sous. Et bien sûr, mes parents qui aident énormément et qui me permettent de faire mon sport. Effectivement, là, comme tu dis, il y a tes parents aussi qui sont derrière, qui te soutiennent. Ça passe parce que tu es étudiant. Quels sont tes objectifs à plus long terme? Est-ce que tu te vois dans 10 ans continuer dans le kayak? Et qui plus est dans le kayak cross qui sera aux Jeux Olympiques encore dans 12 ans, dans la 3e session après 2024. Et comment tu te vois financer tout ça? Tant que ça me plaît, je continuerai. Donc si ça doit durer 10 ans, 20 ans, je continuerai. Et pour le financement, il faudra bien sûr que je trouve des sponsors à long terme et stables, qui me permettront de progresser et d'aller encore plus loin dans mes performances. Et c'est sûr que pendant mes études, je vais pas pouvoir travailler à côté parce que études plus sport plus travail, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Tu continueras à compter, dans un premier temps en tout cas, sur papa-maman pour pouvoir assumer les frais du quotidien pendant que tu pratiques ton sport et que tu étudies, c'est ça? On va dire ça, ouais. Ok. Tiens, on va se projeter un peu. Si jamais tu passes les sélections de l'équipe de France avec brio, t'es reçu et puis les décisions tombent de la part de la Fédé, on sait qui on va envoyer au JO et tiens, ce sera toi. Est-ce que tu peux te projeter avec nous? Qu'est-ce que tu imagines ressentir à ce moment-là et comment est-ce que tu te comporterais vis-à-vis de tes adversaires français qui, eux, sont seniors? Et il y a 20 minutes, tu nous disais c'est des gens qui sont inatteignables. Je serais assez surpris quand même. Ça me paraîtrait irréel, je pense, quand même. Et comment je me comporterais avec eux, je sais pas. Je pense que je serais un peu désolé pour eux quand même. Enfin, ça me ferait de la peine pour eux, quoi, voilà. On sent bien l'humilité et la simplicité du jeune sportif de haut niveau qui s'exprime en toi. Justement, bien que tu sois jeune, qu'est-ce que tu dirais que ces 10-12 dernières années de pratique du kayak t'ont apporté, tant au niveau sportif qu'au niveau mental? Et ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, comme la persévérance, parce que forcément quand on fait du sport, mentalement on s'endurcit, on devient plus persévérant. Il y a tellement de choses. Ça nous apprend l'entraide. Écoute, je pense que c'est déjà pas mal, hein, la persévérance, l'entraide. Tu te vois où, toi, justement, dans 5 ans, que ce soit en termes d'études ou en termes de sport? J'espère être à l'INSA. Voilà, je vais demander l'INSA de Rennes ou Toulouse. Je sais pas encore si je vais être accepté et si je suis accepté dans les deux à laquelle j'irai. Mais je me vois encore à l'INSA si possible. Et au niveau sportif, j'aimerais bien être dans vraiment les meilleurs Français et performer et inspirer les jeunes. Pourquoi Rennes ou Toulouse? Est-ce que c'est des spots aussi d'entraînement qui sont mythiques pour le kayak? C'est des villes étudiantes où il y a pas mal de monde qui font du bateau. Donc ça fait beaucoup de partenaires d'entraînement avec des bons bassins à côté et ça permet bien de s'entraîner. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite de pire. On sera là pour suivre. Et puis, si tu passes du côté de Toulouse, fais un petit signe. Moi, je suis à Castres, donc c'est pas très loin. Ce sera l'occasion de venir te faire un petit coucou. Jules, merci beaucoup pour cet échange qu'on a pu avoir. Si tu pouvais te projeter quelques années en arrière et être à côté du petit Jules qui découvre le kayak, qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi en te voyant? Il serait content. Fier aussi, peut-être. Ah, super. Merci encore. Où est-ce qu'on peut te suivre, t'encourager, suivre tes péripéties et puis éventuellement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur un bassin d'entraînement pour venir t'encourager? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif parce que sinon, sur LinkedIn, j'y vais pas souvent.
Mais voilà, sur Instagram, jules.raoul. Et comme bassin d'entraînement, vous pouvez me voir à Oyonnax, sur l'Avancia et Percy, ou encore à Saint-Pierre-de-Bœuf, à côté de Lyon. Voilà. C'est noté, on remettra les liens dans les notes de l'épisode pour savoir où te rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, quand on sera de passage du côté de Oyonnax, on viendra te faire un petit coucou. Merci. Merci Jules, à très bientôt. Encore merci, au revoir. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Jules Raoul que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Jules et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!